Ce programme vous est présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride avec son partenaire Veritas. Bonjour à tous et bienvenue. On est à quelques jours du premier tour des législatives et se repose encore et toujours cette question de la mobilisation citoyenne. Alors, quels sont ces nouveaux outils qui nous permettraient de remobiliser les citoyens et surtout de réveiller la démocratie? Ce sera le sujet de l'interview avec Axel Daucher, déjà installé en plateau avec moi. Il est président cofondateur de Make.org. Ensuite, au cœur de cette émission, ce sera le débrief de l'ActuTech aujourd'hui. On va revenir sur les nouveautés Apple qu'on a déjà décryptées ensemble mardi matin, mais on va insister davantage sur les annonces autour de l'automobile, la fin des mots de passe aussi. Et puis, je vous présenterai des images du premier hoverbike fonctionnel, une moto volante, ou encore de l'exposition au Palais Immersif qui va ouvrir la semaine prochaine. Et puis, on parlera évidemment de ce chargeur universel qui va arriver, c'est promis. Enfin, on retrouvera notre rendez-vous mobile business, mais tout de suite, c'est parti pour Smart Tech, on parle de la mobilisation citoyenne. Alors, à quelques jours de ce premier tour des législatives, on parle de l'enjeu de participation, mais finalement, l'enjeu, c'est celui de l'engagement des citoyens dans la transformation de la société. Quels sont ces nouveaux outils qui peuvent nous aider à davantage travailler cette démocratie, la réveiller, la restimuler? On en parle donc avec Axel Daucher, président cofondateur de Make.org. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour explorer cette question. Alors, en vue déjà de cette échéance des législatives, mais même avant de la présidentielle, vous aviez engagé une démarche, l'agenda Ma France 2022. Vous dites que c'est l'aboutissement de la plus grande consultation en ligne jamais réalisée en France, avec 1 million de participants. Ça donne un peu le sourire. On se dit, ça y est, enfin, on se mobilise. Donc, c'était entre le 25 août 2021, non 25 août 2021, oui. D'accord, donc une très longue consultation jusqu'au 10 mars 2022, c'est ça, plus de 34 000 propositions, 7 millions de votes. Et la question que vous posiez, c'était quelles étaient les priorités pour notre pays demain. Est-ce que consulter, c'est ça pour vous le renouveau de la démocratie ? Alors, je pense que le sujet de la mobilisation, il se voit un peu à travers l'abstention, qui fait peur à chaque fois. Mais il est beaucoup plus large que ça. En fait, le problème fondamental on est confronté, c'est qu'il y a un affaissement du consentement à la décision collective. Donc c'est très grave parce que finalement l'abstention n'est qu'un effet de ça et le fait que les gens ne croient plus à ce modèle-là, alors que pourtant c'est le seul modèle qu'on ait. Donc la démocratie participative, le fait d'engager les gens, c'est pas nouveau, mais elle devient maintenant absolument critique. Parce que c'est par la collaboration et c'est par la co-construction qu'on va recréer ce lien entre le citoyen, l'individu et la chose commune, le bien commun, la décision politique et l'action publique. Et pourtant, on pourrait se dire que justement, ces grands rendez-vous électoraux sont l'occasion de consulter les citoyens et donc devraient mobiliser. Non, parce qu'on est très centré sur l'élection de quelqu'un. Et ensuite, il y a vraiment une crise de confiance entre les élus et finalement les citoyens. Donc, tout est un petit peu... C'est réparable, ça, cette crise de confiance ? Je pense qu'aujourd'hui, l'axe principal, en tout cas sur celui auquel on est, mais je pense qu'il est à l'échelle du sujet, c'est d'impliquer les citoyens, non pas uniquement élection, mais tout au long du mandat, dans la co-construction de l'action publique. Alors, ce système-là, il existait depuis très longtemps. Ce qui est très nouveau, et ce qu'on a fait avec Ma France en résultat, c'est de le faire à l'échelle. Comment avoir plusieurs millions de personnes qui, pendant 5 ans de mandat, vont co-construire et co-mettre en œuvre une politique publique avec les pouvoirs publics. Ça a 2 vertus. La première vertu, c'est que ça permet de mobiliser, d'engager sur le fond, qui est quand même beaucoup plus intéressant que de parler du personnel politique, mais ça permet aussi de créer de l'action publique. Aujourd'hui, un élu, au bout de 6 mois, il ne peut plus agir. En fait, tout se bloque, tout se verrouille, ses majorités sont faibles, et puis le système est comme ça. Aujourd'hui, la participation massive des citoyens est une manière de créer des lignes de force sur lesquelles tout le monde est aligné et de réellement pouvoir transformer le pays. Donc, c'est vraiment une solution. Ça, je dirais, c'est l'étape 1, parce que donc, en sont sorties 12 priorités, donc, avec un plébiscite. Alors, je ne sais pas si on peut les lister, mais enfin, il y a notamment la première des priorités, garantir l'exemplarité des responsables politiques et limiter leurs avantages. Bon, là-dessus, donc, il y a des consensus, 12, que vous listez, mais qu'est-ce qu'on fait des sujets très controversés ?
Mais en fait, on est drogué au sujet controversé. C'est-à-dire que médiatiquement, c'est ce qui marche, politiquement, c'est ce qui marche. Regardez le débat sur la police en ce moment. Et donc, finalement, on a l'impression que le sujet important de la politique, c'est de trancher sur les sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Moi, je pense exactement l'inverse. Je pense que le sujet urgent de la politique, c'est d'avancer là où on est d'accord. Donc ça, aucun ne résume le problème. En revanche, il est urgent de remplir, de commencer à construire assez fondamentalement de l'action là où on est d'accord. C'est ce qui permettra de réconcilier le pays et puis surtout d'avancer plutôt que de se bloquer. Donc, nécessaire pour vous d'obtenir des consensus populaires? En fait, sur n'importe quel sujet, on a fait plus de 100 consultations, on a eu des dizaines de millions de personnes qui ont été consultées. Même les sujets les plus difficiles, il existe toujours une base de consensus sur lequel on est d'accord. Ceux-ci, il faut les prioriser. Bien sûr qu'il faut traiter les clivages, bien sûr qu'il faut aussi faire de la politique à l'ancienne, mais aujourd'hui, le gros manquant, c'est l'activation prioritaire de ce qui nous rassemble, et c'est à ça que sert la démocratie participative. Alors, il va y avoir la création d'un Conseil national de la refondation. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, son intention pour travailler sur ces chantiers justement prioritaires du nouveau quinquennat. On nous dit que ce sera composé de diverses forces politiques, économiques, sociales, associatives, des élus, des citoyens tirés au sort. Finalement, on rentre dans ce schéma de consultation que vous prenez. Et pourtant, vous nous dites, attention, il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs que le grand débat ou la Convention citoyenne pour le climat. Quelles sont ces erreurs à ne pas reproduire? Il y a deux erreurs très très importantes à ne pas reproduire. La première, c'est de considérer que s'il y a 150 personnes tirées au sort, ça représente quelque chose. 150 personnes tirées au sort, c'est une fabuleuse solution pour nourrir un débat nouveau, rafraîchissant, avec des gens qui ne sont pas des experts de la politique, inventer des nouvelles choses. En revanche, je pensais une seconde que parce qu'ils ont été tirés au sort, ils représentent quelque chose. C'est une erreur énorme qui a été celle de la Convention citoyenne pour le climat. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un malentendu qui l'a empêché de se mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé à un set de propositions, mais voilà, l'ancrage ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le met en œuvre? Est devenu extrêmement difficile. Donc là, en l'occurrence, par rapport au Conseil national de refondation, qui est vraiment une très très bonne idée, d'après nous, qui va vraiment dans le sens. Néanmoins, il est absolument nécessaire que ce n'est pas 150, mais que c'est des millions de Français qui soient impliqués dans ce processus-là tout au long du mandat. La deuxième chose, c'est la promesse. En fait, la promesse, elle est très importante. Quand on fait participer des gens, on ne leur dit pas « vous allez participer pour décider ». On leur dit « vous allez participer pour ensemble, on va trouver des solutions ». Mais la décision, c'est la démocratie représentative. Aujourd'hui, on a déjà du mal à se mettre d'accord sur la démocratie représentative. Il est illusoire de penser que simplement par d'autres méthodes, on va réussir à faire que même si vous n'êtes pas d'accord avec une solution, vous allez l'admettre dans notre société. Donc aujourd'hui, les deux sujets, c'est une promesse qui est une promesse de participation, de collaboration authentique, réelle, en profondeur, avec une transparence, avec une recherche de la représentativité d'une part, et une promesse qui est à la hauteur de ça. La promesse qu'on fait, c'est vraiment une promesse de... Parce que la difficulté, la consultation, très bien, obtenir des consensus sur des sujets majeurs, ok, mais la difficulté, c'est le passage à l'action. Mais là où ça coince. Mais le passage à l'action, c'est tout l'intérêt de faire participer les Français. Si sur un débat comme la rénovation démocratique, qui sera un débat qui va arriver, mais il peut y avoir celui de la fin de vie, celui de la santé, il y a un certain nombre de l'éducation, il y a un certain nombre de débats qui ont été annoncés et qui vont arriver. Dans ce schéma-là, si vous voulez passer à l'action, il faut que dans la phase de conception, vous ayez construit les consensus. Il faut que dans la phase de conception, vous ayez impliqué extrêmement largement, que ça devienne un sujet d'union nationale. Donc c'est du temps beaucoup plus long? Beaucoup moins long. Si on fait un débat demain, si le CNR lance un premier débat, de toute façon, il va mettre plusieurs mois avant de se mettre en œuvre. Consulter 10 millions de Français, ça se fait en un mois et demi. Donc c'est aussi une manière de tout de suite être sur le sujet. En plus, l'État a avancé, puisqu'il y a eu maintenant le CESE qui a vraiment acquis une vraie légitimité sur le sujet. On commence à augmenter le niveau de maturité. Il faut maintenant augmenter le niveau d'exigence. Et la survie de la démocratie,
c'est d'augmenter le niveau d'exigence sur la participation citoyenne. Merci beaucoup Axel Daucher. Prochaine grande échéance, ce seront les élections européennes. Évidemment, il y aura des opérations menées du côté de Make.org. On en reparlera ensemble, bien évidemment. Vous êtes le président cofondateur de Make.org. À suivre dans Smart Tech, c'est l'heure du débrief de l'actu. Alors c'est parti pour le débrief de l'Actu Tech, notre débrief hebdo avec Alain Staron, notre fidèle Alain Staron, président cofondateur d'Artifil, une start-up disruptive pour la maison intelligente. Et à vos côtés aujourd'hui Baptiste Michel, cofondateur, directeur général de BAM, un spécialiste du développement et des services mobiles. Et puis on aura également aussi avec nous à distance Roy Amit, le directeur général du Grand Palais Immersif. On pourra parler ensemble de la 2e édition de l'exposition Palais Augmenté avec de belles images, vous verrez. On va commencer par reprendre la grande actu de cette semaine. C'est la conférence, a priori dédiée aux développeurs, mais en vrai, la conférence d'annonce d'Apple de son nouveau système d'exploitation pour les smartphones, mais pas seulement. D'ailleurs, il y a aussi des annonces sur les Mac. On en a beaucoup parlé mardi matin ensemble, mais je voulais qu'on revienne sur des annonces plus précises, notamment concernant CarPlay, c'est-à-dire tout ce qui va arriver dans la voiture, parce que je sais que c'est un sujet qui passionne, mais surtout que vous suivez de très près, Alain. En fait, c'est la continuité de ce qu'on a vraiment perçu au CES au mois de janvier. Il y a une sorte de guerre en tout cas, il y a plusieurs façons d'attaquer en fait ce marché de la voiture intelligente. Exactement. Ouais. Et ce qui m'a sauté aux yeux au CES, c'était qu'on voyait des grandes électroniques, LG, Samsung Co, se lancer dans des cockpits virtuels. Donc eux, ils rentrent dans la voiture par l'écran, qu'est-ce qu'ils maîtrisent de mieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'écran et puis il y a derrière ce qu'on met dans l'écran. Et à l'inverse, vous avez un Mercedes qui fait, à l'inverse. L'autre chemin qui va au même endroit, c'est Mercedes qui a un immense aussi écran dans sa voiture. La question pour laquelle on n'a pas la réponse aujourd'hui, c'est très très compliqué de faire une interface utilisateur pour un conducteur, car son attention, encore pour l'instant, doit être à 100% dédiée à la conduite. Et quand on regarde bien comment fonctionne une voiture, l'interface de la voiture, elle est extrêmement directe, extrêmement intuitive, et on fait un peu de vocal, mais pas que. Enfin bref, tout est bien organisé, alors que sur un téléphone, on n'a pas ces contraintes. Donc on est vraiment voilà, là il y a une guerre de talent, de savoir-faire entre est-ce que ce qui va primer, c'est comment je capte l'attention de quelqu'un qui n'a pas d'attention, et moi je sais organiser des écrans de la meilleure manière du monde. Alors là, ce qu'on a découvert, donc, c'est une annonce d'une nouvelle génération de CarPlay, donc pas de voiture Apple, mais en revanche, Apple compte occuper tout l'ensemble des écrans présents dans la voiture, y compris les plus stratégiques, ce qui concerne le compteur, la vitesse, la température à l'intérieur de l'habitacle, qui va accéder en fait au système de l'automobile. Ouais. Et avec donc des choses qu'on ne dit pas trop, et moi je suis perplexe parce que je ne lis jamais rien là-dessus. Si vous accédez au système de l'automobile, vous savez tout sur comment l'automobile est conduite, vous savez où elle est, donc vous pouvez apprendre comment une voiture doit être pilotée à telle et telle intersection, virage, ligne droite, machin. Autrement dit, vous créez une base de données qui permet de faire de l'apprentissage pour les véhicules autonomes, sujet dont Apple ne parle pas encore. Mais rentrant là-dedans, ils sont en train de se grossir une immense base de données. Tesla, il a, lui, 1,5 million de voitures sur les routes. Mobileye, il équipe, je ne sais plus combien, une dizaine de millions de véhicules. Waymo est à la traîne, parce qu'il a quelques milliers de taxis. C'est peut-être un moyen très astucieux pour Apple d'acquérir les données absolument indispensables. Et moins onéreux. Et moins onéreux. Après, il faut avoir les portes d'entrée chez les constructeurs, mais visiblement, d'après les logos qu'on a vus apparaître, ça devrait bien se passer. Non, mais le problème aussi des constructeurs, c'est qu'ils ont compris que leur marque était moins forte que la marque de ce que vous avez dans votre poche. Autrement dit... Donc, on devrait voir les premiers véhicules équipés de ce nouveau CarPlay fin 2023. Donc, on a vu que ça allait arriver chez Ford, chez Audi, chez Mercedes. Vous ne pouvez pas interdire à votre client, vous, constructeur automobile, d'utiliser son iPhone. Ce serait tellement... On va demander à Baptiste sa réaction, parce que vous êtes du côté du développement d'appli mobile. Ça va changer complètement la donne, j'imagine. En fait, ça va dans le sens d'un mouvement qu'on voit beaucoup côté développeurs, qui est comment on peut utiliser des technologies qui nous permettent de développer à la fois sur son smartphone, sur sa watch, et maintenant dans les cockpits de voiture. Il y a Huawei qui avait lancé
avec son nouvel OS, donc HarmonyOS, Oui. quelque chose qui allait dans ce sens-là. Apple le fait maintenant. Donc c'est super excitant parce que... Il y a Google aussi qui travaille dessus. Et Google qui travaille dessus. Mais en fait, ils travaillent tous dessus. Oui. Et donc la difficulté, c'est que c'est pas harmonisé. Mais les technologies qui sont utilisées, alors ça peut être des flotteurs ou même des React Native, permettent de s'interfacer avec et de développer pour tous les écrans. Mais quand les développeurs voient ça arriver, ils se disent « Ah, super » ou « Ouh là là, comment on va faire ?» Alors, C'est une complexité technologique. c'est une complexité technologique, mais je pense que dans la grande majorité, ils se disent super, parce qu'en fait, c'est un terrain de jeu qui est absolument formidable. Alors, on a d'ailleurs appris lors de cette conférence qu'il y avait 34 millions de développeurs Apple dans le monde. C'est quand même une énorme communauté. L'annonce principale, c'était donc l'arrivée de iOS 16, nouvelle version du système d'exploitation mobile d'Apple. Je ne sais pas ce que vous avez retenu en particulier, mais ce que je n'ai pas évoqué, moi, mardi matin, c'est par exemple la transformation dans les messages. On va pouvoir modifier des messages, annuler leur envoi, un peu comme ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, finalement. Ouais. Ils changent là aussi tout à fait nos usages de communication à travers les messages. Ouais, bah sur les messages, le gros, c'est vraiment... Il y a la partie où on peut modifier ses messages, il y a aussi la partie où on peut partager énormément avec ouais. SharePlay, qui va vraiment fonctionner. Presque faire du travail collaboratif. Bah, c'est du travail collaboratif. Alors là, c'est pour les fichiers audio ou vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a la même manette. Donc ça peut créer des petites tensions, je pense, entre les gens, parce que à tout moment, la personne avec qui vous partagez le contenu peut arrêter, avancer, revenir en arrière. Donc, mais oui, ces fonctions de partage sont poussées un peu au maximum. L'autre partie qui était sous-jacente, on attendait en fait qui parle de RealityOS et de leurs lunettes de réalité augmentée ou virtuelle. Ouais. C'était pas le cas, mais en fait, ils ont parlé de plein de choses qui préfigurent ce qui va, je pense, se passer dans les mois qui viennent. Alors malheureusement, je ne vais pas vous laisser en dire davantage parce que la chronique qui arrive juste après est justement sur ce sujet de comment Apple arrive quand même dans la réalité augmentée sans annoncer de lunettes. Donc on va passer, excusez-moi, un petit peu dessus. Autre chose intéressante, c'est les avancées dans Siri. Donc Siri qui va être intégré plus facilement dans les applications, d'après ce que nous promet Apple. Un travail aussi sur la dictée, la manière dont on passe du vocal à l'écrit va être complètement fluide. Finalement, ces interfaces deviennent une seule et même interface. Oui, en fait, c'est la fusion des sens. Il y a l'humain qui a différents sens, il y a une machine qui, pour l'instant, on est obligé de l'adresser par briques séparées, et maintenant, ça va être un capteur holistique, quelque part, qui va nous capter dans toutes nos dimensions. Bon. On est presque dans le métavers, là. C'est-à-dire, dans la partie interface. Ouais. C'est-à-dire qu'on a la prolongation de soi qui est l'iPhone, ou le téléphone, le smartphone, peu importe, n'a jamais été aussi poussé. C'est-à-dire que ça devient vraiment l'extension de notre bras. C'est l'humain augmenté. C'est l'humain augmenté de plus en plus. Non intrusif. Enfin, côté développeur, je reviens juste sur les voitures, c'est quand même pas du tout la même expérience client. Non. Très très sympa en termes techno, mais après, il faut réfléchir Après, faut penser ça. Faut avoir au une mec qui est équipe, derrière son volant, quoi. Exactement, il faut avoir une équipe qui est capable de penser l'expérience de l'utilisateur. Du coup. autre chose intéressante, c'est toute la partie wallet. Oui. Sur voilà, l'identité, finalement, notre identité numérique qui sera dans ce coffre-fort. En tout cas, Apple aimerait bien que ce soit dans son coffre-fort que ça se passe. Des nouveautés aussi sur le paiement qui arrivent. Incroyable. Oui. C'est énorme. Ouais. Ça fait longtemps qu'on est en train de se dire que Apple est en train de quoi, le fait de pouvoir payer juste en présentant son smartphone, c'est ça? Bah, il y a alors en fait sans avoir besoin de terminal en fait spécifique du côté du commerçant. Bah, ça va devenir un terminal. Donc l'iPhone devient un TPE. Ouais. Donc un terminal professionnel et puis, de paiement. Sur le paiement différé, ils ont quand même annoncé une feature qui est le paiement différé c'est juste énorme. Qui est incroyable parce que ils ont une filiale qui s'appelle Apple Financing. Et qui va vraiment faire une activité de banque en accordant des crédits, c'est des microcrédits. Des paiements en 4 fois. Donc des paiements en 4 fois, et regardez ça. Donc c'est un énorme pas en avant. Ils ont une puissance financière qui est infinie, rien n'est infini, mais en tout cas qui est très 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 importante. Et je trouve que c'était une des annonces les plus fortes de... Je partage. D'accord avec ça, Alain. Ah oui, tout à fait. Il part du porte-monnaie, il se met à faire du crédit. C'est tellement logique et illégitime, mais rien ne l'empêche de le faire. Tout à fait, parce que là, il sort complètement de son champ de compétences. C'est-à-dire que ça donne une valeur ajoutée, un bénéfice au wallet Apple extraordinaire. Vous payez, c'est en 4 fois. Et je pense que, je me trompe peut-être, mais assez vite, le paiement comptant va devenir débile. On va tout payer en 4 fois. Sans frais.
Pour le moment, sans frais. Ils ont fait pour le moment sans frais. Non, mais après, c'est là. On verra parce que comment si ça va on- C'est se comme le développer microcrédit, c'est 4 fois sans frais et sur 2 ans, à ce moment-là, ça coûte un peu Ouais. d'argent. Oui, mais alors là, vous qui a dites fait qu'on ça on va tous vivre à crédit, quoi, demain, c'est ça? On le fait déjà pas mal, mais. Je sais pas, moi, Ça j'évite. va Hein. s'arrêter. Sur la partie domotique aussi, maison connectée, j'imagine que ça a fait écho. Oui, à- c'est Mater, mais Mater, c'est le grand standard, donc c'est très très bien qu'ils s'y mettent aussi. Donc on est dans la logique de j'ai beau avoir ma plateforme verticale, à un moment, je fais pas absolument tout, et dans la maison, Apple est loin de faire tout. Et donc, si sa Ça, c'est priorité, intéressant quand même parce que ouais, si sa ils- priorité, ils- c'est de l'interface, ils ont parlé du standard Mater pour Ouais. la maison, ils ont parlé aussi de FIDO Alliance pour les mots de passe. absolument. C'est Et en fait, extraordinaire aussi. ouais, et donc en fait, l'idée de dire, mon cœur de métier, c'est quoi? C'est la prolongation de l'humain. Bon. Est-ce que je vais jusqu'à la maison? J'en sais rien. Mais si je prends Mater, qui est le standard adopté par tout le monde maintenant, eh ben je suis bien la prolongation de l'humain pour toute la maison. Donc ça, c'est vraiment extrêmement fort. Voilà. Et ça veut dire que ça peut bouger les équilibres dans la domotique, dans le secteur de la domotique? Non, parce que tout le monde y est. Tout le monde y est, ça va ouvrir des opportunités. Alors, nous, on fait des trucs qui n'ont plus besoin d'interface, donc on est encore plus fort. Mais pour tous ceux qui ont besoin d'interface, l'iPhone va devenir, mais Android pareil, hein, un vrai sujet d'interface, ce qui peut effectivement poser la question de ces haut-parleurs intelligents, Ouais. dont on sait qu'Amazon en particulier cherche le rebond. Après une super mode, un super usage, ils se rendent compte que les gens s'en servent de moins en moins. Sur la partie fin des mots de passe, vous vouliez réagir sur... Bah oui, parce qu'en fait, avec Passkey, ce qu'ils proposent, c'est de pouvoir utiliser le déverrouillage de l'iPhone avec la Face ID, Oui. mais pour des apps, pour des sites. Donc, sur la sécurité, on peut faire énormément de choses. À un moment ou à un autre, s'il y a un mot de passe, le risque est énorme, parce que souvent les gens ne retiennent pas leur mot de passe, donc ils mettent un mot de passe très simple, ou alors ils l'écrivent. Donc le fait d'arriver à créer une technologie qui permet de se passer des mots de passe, c'est sans doute ce qu'il y a de plus efficace pour protéger, enfin pour être dans un environnement sécurisé. Après, il faut que tout le monde l'adopte. C'est ça, Et en donc, fait, il va y la avoir clé un moment où... de passer par aussi cette alliance FIDO qui fait qu'il y a quand même les plus gros acteurs du voilà. numérique qui vont se ranger derrière la même solution. Donc ça devrait être adopté. Ça devrait être adopté. Moi, il y a aussi autre chose qui m'a plu, c'était sur le MacBook Air M2, donc il profite d'un nouveau processeur plus puissant et tout ça, plus économe en énergie. Il va aussi profiter de la continuité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se servir de son smartphone comme d'une webcam. Là encore, on est vraiment enfin, j'ai trouvé en tout cas que dans toutes ces annonces, on cassait des frontières en fait. Hein. Tout à fait. Alors ça existe déjà un peu entre l'Apple Watch et l'iPhone. Hein. Dans les interfaces, il mais va dans le plus loin. matériel. Il va aller encore plus loin. Ouais. Enfin, j'utilise les ressources où qu'elles sont et je les partage. Je les rends. Ça fait quand même tout ça des chantiers énormes pour les développeurs, Baptiste Michel. Ah, vous avez un autre boulevard. Hein. Non, parce que toutes les possibilités sont ouvertes du côté du matériel, du côté du logiciel, dans le mobile, dans la voiture, sur les ordinateurs portables, fixes. Non, les chantiers sont énormes et c'est vrai que la clé d'entrée, il y a la partie technologique. Est-ce que ça veut dire qu'on risque d'attendre un peu avant de voir toutes ces choses magiques arriver? Ça va souvent assez vite, mais il faut qu'on arrive quand même à comprendre comment on peut apporter une valeur à l'utilisateur, comment les entreprises, ça peut leur créer des nouvelles opportunités. Et ça, il faut qu'on se pose dessus, il faut qu'on crée les parcours, il faut qu'on imagine de nouvelles manières d'apporter une information finalement plus facile. Et ça peut prendre un peu de temps. Mais c'est-à-dire que les développeurs ne se contentent pas de développer des applications, il faut aussi qu'ils pensent aux clients derrière. ouais, il faut penser la praticité de la simplicité de ce qu'on propose comme expérience. Mais et là, vous avez vu des cas d'usage qui vous ont semblé pertinents pour justement des développements qui seront commercialisables? En fait, je trouve qu'il y a des cas d'usage qui sont super intéressants avec le nouvel home screen, enfin avec le changement de l'écran d'accueil, qui va être toujours allumé, qu'on peut personnaliser à volonté. On peut choisir de voir que des infos contextuelles à ce qu'on est en train de faire, et donc arriver à apporter la bonne info au bon moment, sans devoir demander à l'utilisateur d'ouvrir l'app. Ça, c'est des cas d'usage que je trouve super intéressants. Oui, mais il va falloir faire attention à pas trop nous inonder, parce que l'écran verrouillé, c'est aussi le moment où
on se pose un peu. Il va y avoir une vraie bataille sur... Il n'y a pas beaucoup de place sur cet écran. Non. Donc, Ouais. tout Alors le on monde va se pouvoir. battre. Alors là, il va y avoir comme un dock. On va pouvoir choisir différents écrans verrouillés en fonction du moment de la journée aussi. Ouais. Mais oui, ça peut être une guerre intéressante. Et effectivement, il y a un enjeu business intéressant derrière. Allez, on va passer à un autre sujet. Je voulais quand même vous montrer ces images d'un overbike, le premier overbike fonctionnel au monde. Alors, c'est une sorte, vous allez voir, de scooter volant. Oui, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Hein. Ou une moto avec les hélices d'un drone, ou un taxi volant, une plage, je ne sais pas comment trop le décrire. Alors, il est censé voler jusqu'à... combien 100 km/h. 100 km/h, oui, parce que j'avais écrit un chiffre bien en deçà. Mais alors, je pense qu'il est plutôt à 10 km/h, là, pour l'instant, sur la démo. Et on peut voler 40 minutes maximum. Et ça va quand même nous coûter 770 000 $ si on veut l'acquérir, hein, ce beau jouet. Ça fait un peu plus de 700 000 €. Hein. Pour une pratique qui se limite pour l'instant au circuit. Parce qu'évidemment, on n'imagine pas 2 secondes qu'on puisse circuler avec cet appareil dans la rue. Enfin, c'est quand même sympa, non? Oui, alors voilà, c'est un super buzz pour un truc. Eux, ils ont commencé il y a 4 ans, 6 ans, 5 ans. Alors eux, donc c'est une entreprise japonaise, Ali Technologies. Tout à fait. On est dans la grande logique des véhicules volants, ce qu'on appelle les eVTOL, les véhicules électriques à décollage vertical. Enfin, oui. Alors, celui-là, il n'est pas électrique. Celui-là, il n'est pas électrique. Non, Hein. il est hybride. Il est hybride. Il y a une motorisation électrique. Et, Donc, le truc qui est intéressant... Parce qu'on avait vu des jetpacks, on a vu des taxis volants, mais avant, on n'avait encore jamais vu la moto volante. Alors, c'est pour la toute petite histoire, il y a une boîte qui s'appelle Kitty Hawk, dans laquelle Larry Page a investi, qui a démarré par la moto volante avant de se lancer dans la voiture volante. Oui. Bon, c'est un avatar de la voiture volante. Enfin, regardez le nombre de motards versus le nombre d'automobilistes, on voit bien que le jeu n'est pas là. Ils ont sûrement des cas d'usage très spécifiques. Hein, c'est la question que j'allais poser. Alors là, est-ce qu'on voit des cas d'usage? Alors eux, c'est très aller sur des terrains impossibles à atteindre autrement pour venir porter assistance à quelqu'un. Enfin voilà, on parle de ça, mais on fait la même chose avec un véhicule volant. Enfin, avec 2-4 places. Oui, dans lequel on peut emporter du matériel de secours. Voire transporter un blessé. Parce que le blessé là-dessus, je voudrais pas être le blessé. Alors, c'est peut-être l'équivalent pour les pistes de ski ou... Bon. Baptiste Michel, inspiré par ce scooter volant? Moi, je me dis, c'est Star Wars. Oui, en plus, tout le décorum est Star Wars, ça c'est clair. Le gars, il a la combinaison qui va bien, le casque qui va bien. Ouais. Non, mais il y a un vrai sujet. Il y a aujourd'hui 200 entreprises sur la planète qui développe des véhicules volants. 200. Hein, je vous rappelle qu'il y avait, au tournant du siècle dernier, une petite cinquantaine d'entreprises qui développaient des voitures. Hein, on venait du cheval et on pensait que la voiture, ça allait trop vite, on allait mourir. Bon, je ne fais pas de dessin, ça a pris 30 ans. La bascule de l'un à l'autre. Est-ce que dans 30 ans, nous n'aurons plus que des voitures volantes? Je n'en sais absolument rien, ce n'est pas le sujet. Je dis juste que soyons humbles, parce qu'on a déjà fait ça une fois dans le passé, et il s'est passé des choses qu'on ne pensait pas qu'il se passerait. Ouais. Allez savoir. Donc 200 s'en occupent. Aujourd'hui, il y a des use cases établis. En gros, c'est la mobilité urbaine. Mais nous verrons aux Jeux Olympiques dans 2 ans l'initiative RATP, Aéroport de Paris, sur Urban Air. C'est-à-dire on ira de Charles de Gaulle au Stade de France en véhicule de bord. Enfin, quelques happy few. Voilà, donc, et les enjeux sont en train d'être dépassés. Aujourd'hui, vous avez 2 entreprises qui sont leaders sur le secteur, Eyang, le chinois, et Volocopter, l'allemand. Et Eyang est déjà opérationnel. Vous allez de l'aéroport à l'hôtel à Guangzhou et vous faites un tour de ville. Oui, il y a bien des mototaxis, donc on peut imaginer que demain, ce soit des mototaxis là, il n'y a plus de conducteurs. Volantes. Mais voilà, ça c'est l'étape d'après. Juste un dernier détail, la différence entre les Chinois et les Européens, c'est qu'en Chine, vous volez sans pilote, et l'expérience dont je parle aux Jeux Olympiques, il y aura toujours un pilote. Comme il y a 2 places, ça limite l'intérêt. Allez, on va donner la parole à Roy Amit, qui est connecté avec nous. C'est le directeur général du Grand Palais Immersif, une filiale de la Réunion des musées nationaux Grand Palais, spécialisée donc dans la production et l'exploitation et la diffusion d'expositions numériques. Bonjour, Roy Amit. Bonjour, salut. Alors, je voulais que vous nous présentiez un peu cette exposition qui va s'ouvrir le 17 juin, pour le week-end du 17 au 19 juin, au Grand Palais éphémère, hein, qui est donc une installation en attendant que les travaux au Grand Palais se terminent.
Le Palais Augmenté, c'est la 2e édition. Qu'est-ce qu'on va voir? Racontez-nous et puis on peut peut-être montrer des images en même temps. Alors, Palais Augmenté est un festival qui va se dérouler donc ce week-end de 17, 18, 19 juin et qui va célébrer les nouvelles innovations, perceptions dans l'art et de la culture. Tout d'abord, il y aura la présentation des œuvres inédites créées expressément pour cette occasion, pour ce festival, et qui vont être présentées en réalité augmentée. Donc la nef du Grand Palais éphémère, comme il faudra imaginer, pour ceux qui ne connaissaient pas encore, une nef de 10 000 mètres carrés, va être habitée par des œuvres visibles sur le smartphone des visiteurs, des œuvres monumentales créées à l'occasion. Alors quand vous dites réalité augmentée, ça veut dire qu'il faut venir avec son smartphone. On va utiliser le smartphone pour voir apparaître ces œuvres numériques? Tout à fait. Il faudra venir avec son smartphone. On pourrait traiter à la rigueur pour ceux qui n'en ont pas, mais aujourd'hui, la plupart du monde a des smartphones. Télécharger l'application du festival et avoir accès à ces œuvres en réalité augmentée, qui sont à la fois très visuelles, mais aussi en du son. Donc ça, c'est vraiment les centres de la nef va être occupé par ces créations. Et pourquoi le choix de la réalité augmentée plutôt que de la réalité virtuelle? Alors, tout d'abord, il y aura aussi des réalités virtuelles, je vais y arriver dans un instant, mais la réalité augmentée aujourd'hui deviennent un véritable mode, format d'expression. On les connaît tous, des Instagram, des TikTok et d'autres types d'applications, mais aussi c'est un vrai format de création artistique qui est aujourd'hui devient un terrain d'expérimentation, de création, d'imagination pour toute une génération d'artistes. Et on a voulu, avec ce festival, mettre ça de les présenter au public, mettre ça en évidence. C'est pas le fait de les célébrer dans ces cadres-là crée un véritable moment où on peut tous ensemble découvrir l'avant-garde de la création. L'avantage de la réalité augmentée, c'est vrai, c'est qu'en plus on est ensemble, hein, on peut vraiment le partager, on ne sort pas totalement du réel. Alors c'est une exposition donc, au Grand Palais éphémère du 17 au 19 juin. Pourquoi aussi court? Alors, parce que du coup, ce n'est pas vraiment une exposition, c'est un festival. Et donc, comme tout festival, il est ramassé pour fédérer les énergies. Donc, à la fois avec ce type des œuvres inédites, mais aussi avec des laboratoires. En fait, va être des zones qui vont être dédiées à la présentation des expériences et des innovations dans le monde de la culture. Et donc, dans ce sens-là, dans ces cadres-là, on va trouver des expériences en réalité virtuelle. Par exemple, la visite de l'atelier Bourdelle de Paris Musée ou du studio des Bâtiments à Reims, la photographe qui est proposée par l'Institut de la photographie. On aura une expérience en réalité virtuelle de la visite de chantier de la restauration de Notre-Dame, proposé par Orange. Je suis désolée, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti, mais tout le programme, on le trouve en plus sur votre site. Donc c'est le week-end prochain, à ne pas manquer, enfin prochain, non, d'après, du 17 au 19 juin au Grand Palais éphémère. Ça s'appelle Palais Augmenté 2. Merci Roy Amick, directeur général du Grand Palais Immersif. Merci Alain et Baptiste d'être venus commenter l'actu avec moi cette semaine. Alain Staron d'Artifil et Baptiste Michel de BAM. À suivre dans Smart Tech, on va continuer à parler de réalité augmentée aujourd'hui. Bienvenue à nouveau sur le plateau de Smart Tech. On est en direct, c'est l'émission qui vous parle de l'innovation du numérique et c'est le moment du rendez-vous mobile business avec Jérôme Bouteiller, le fondateur d'Écran Mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors on va revenir ensemble sur ces annonces de la keynote d'ouverture de la conférence annuelle d'Apple.
qu'on a déjà décrypté mardi matin. On est revenu dessus dans le débrief, mais j'ai interdit à quiconque d'aborder le sujet de la réalité augmentée pour vous le laisser. Il n'y a pas eu d'annonce de lunettes, mais il y a quand même eu des annonces qui vous ont intéressé. Oui, Delphine, effectivement, c'était une grosse déception lundi pour beaucoup de journalistes qui espéraient que 15 ans après l'iPhone, 12 ans après l'iPad, 5-7 ans après la Watch et les AirPods, Apple allait profiter de cette conférence effectivement pour lancer une nouvelle catégorie de produits. Alors, c'était des rumeurs qui étaient colportées par des analystes de renom. On peut citer Ming-Chi Kuo ou Mark Gurman, qui évoquaient effectivement des lunettes de réalité mixte et un nouveau logiciel, un système d'exploitation baptisé Reality OS et qui aurait propulsé ces lunettes. Hélas, 3 fois hélas, effectivement, rien n'a été dévoilé lundi soir. Ça n'empêche pas effectivement Apple d'avancer très vite sur la réalité augmentée, notamment sur l'iPhone. Alors, précisez-nous justement quelles sont ces initiatives d'Apple. Alors, elles sont déjà très très nombreuses. On peut citer Face ID et son petit lidar qui permet de scanner et de représenter nos visages 3D pour déverrouiller nos smartphones. On a également des usages plus ludiques. Alors, on connaît les Animoji, les Memoji, également l'application Clips qui permet de transformer nos visages et de surprendre nos amis. Et puis, il y a aussi de la réalité augmentée dans l'application Apple Store. Pour acheter des produits Apple, on va pouvoir faire apparaître un objet Apple dans notre champ visuel, par exemple, un nouvel écran devant notre bureau, notre environnement de travail. La caméra aussi du smartphone va permettre de faire de la réalité augmentée. Effectivement, tout comme Google ou Snapchat, Apple entend rendre la caméra de nos smartphones de plus en plus intelligente. Et depuis l'année dernière, il était déjà possible, par exemple, de scanner et de reconnaître un texte avec sa caméra. Et cette fonctionnalité baptisée Live Text sera désormais disponible également dans la caméra vidéo avec iOS 16. Et on pourra la coupler avec des systèmes de traduction ou de synthèse vocale. Et on peut imaginer demain l'usage très impressionnant. Très utile pour les lunettes. Apple a également dévoilé des fonctionnalités permettant de détourer à la volée des objets, de les copier-coller dans une autre application. On a vu la démonstration avec un petit animal. Donc voilà, plein de choses qui permettront de mémoriser ce souvenir et qui seront aussi demain très utiles sur des lunettes. Des démonstrations aussi sur la cartographie. Oui, la cartographie, c'est un sujet très important pour Apple. On sait qu'ils investissent dans l'automobile. Il y a aussi tout l'environnement CarPlay qui s'appuie sur ces cartes. Et Apple accélère. À nouveau, l'année dernière, il y avait eu la présentation des cartes 3D avec iOS 15. Elles ne seront disponibles en France qu'avec iOS 16 cette année, mais ce sont des cartes évidemment qui vont être très utiles pour se représenter dans l'espace, et on peut imaginer en couplant ça avec Metal, qui est aujourd'hui le moteur 3D utilisé par Apple dans les jeux vidéo, des rendus hyper réalistes, et pourquoi pas un métaverse Apple basé sur ces cartes 3D avec des textures, avec des ombres, avec des reliefs, donc quelque chose d'hyper réaliste. Il faut d'ailleurs préciser que Apple aujourd'hui ne réserve pas ces technologies qu'à ses seules applications, puisque cette WWDC, c'était l'occasion pour Apple de présenter de très nombreuses API. On peut notamment citer ARKit en version 6 qui permet désormais de démocratiser la réalité augmentée au sein des applications de développeurs tiers. Alors, pour vous, finalement, on en est où ? On en est au tout premier stade du développement de la réalité augmentée ? Oui, on pourrait dire effectivement c'est un peu l'année zéro. Aujourd'hui, les technologies sont prêtes. On peut déjà les tester à grande échelle sur des smartphones, et c'est déjà une réalité pour beaucoup d'entre nous. Et c'est clair que l'arrivée des lunettes qui sont attendues peut-être l'année prochaine. Ming-Chi Kuo hier disait encore qu'il y aurait probablement un special event en janvier. Alors à chaque fois, il repousse. Mais on sent que c'est imminent, que le produit est dans les labos. Et d'ailleurs, le conseil d'administration d'Apple a eu l'occasion de les tester, donc ça arrive. Et effectivement, le message qu'on pourrait retenir, c'est que la technologie est prête et il ne faut peut-être pas attendre l'arrivée des lunettes de réalité augmentée pour que ce soit une réalité technique et commerciale. Alors, on enchaîne avec d'autres news dans le secteur du mobile, avec une vague de consolidation dans le Drive to Store. On va peut-être déjà rappeler ce que c'est le Drive to Store. Oui, le Drive to Store, c'est un nom qu'utilisent les Français, pas forcément les Américains. D'ailleurs, c'est l'ironie, qui permet d'utiliser la publicité sur les smartphones pour générer du trafic dans les points de vente physiques. Donc, c'est vraiment un pont entre le online et le offline. Et les Français sont très, très forts là-dessus. Ça fait pratiquement 10 ans, en fait, qu'on a plusieurs startups qui se sont lancées et qui ont vraiment démocratisé ces technologies-là. Il y a quelques mois, Timo, qui était un des 2 pionniers, avait été racheté par l'américain NIR, qui vient d'ailleurs de rentrer en bourse. Et hier, c'était l'annonce de l'autre pionnier, Vectory, lancé en 2013, il y a près de 10 ans, qui a été racheté par Mob Success. Et du coup, ça permet à Mob Success aujourd'hui de revendiquer le leadership en France sur ces métiers avec plus d'une centaine de collaborateurs. Donc ça veut dire que ça devient un secteur très porteur. Oui, très très porteur.
avoir des licornes peut-être demain? On l'espère, On effectivement. l'espère. Bon, on va enchaîner avec la Russie qui dévoile un App Store alternatif pour ses développeurs. Bah oui, suite à l'invasion de l'Ukraine, on le sait que la Russie a été fortement sanctionnée, et avec notamment des sanctions sur le terrain financier, ce qui a eu pour conséquence de couper beaucoup de développeurs des revenus de Google Play. Ils ne peuvent plus monétiser leurs applications, il n'y a plus d'abonnement. Et Vkontakte, le Facebook russe, a décidé de lancer un App Store alternatif basé sur Android, en s'associant notamment avec la Sberbank, pour permettre à ces développeurs donc de à nouveau monétiser leurs applications Android. Alors c'est un peu toute l'ironie, c'est des sanctions qui sont évidemment très dures à court terme pour l'économie, mais on voit que la Russie va gagner en résilience avec ses propres technologies, un peu à l'instar des sanctions contre la Chine qui ont poussé ce pays ces dernières années à accélérer son autonomie stratégique dans le matériel, dans le logiciel et sans doute aussi demain dans les composants. Oui, ça, effectivement, c'est une voie vers une sorte de souveraineté. On termine avec Nokia qui annonce l'arrivée de la 6G pour 2030. Et oui, là c'est officiel, c'est Pekka Lundmark, le PDG de Nokia, qui a profité d'une table ronde au Forum économique mondial de Davos pour annoncer le lancement de la 6G à l'horizon 2030, donc 10 ans après la 5G, 20 ans après la 4G, ou encore 30 ans après la 3G, c'est à peu près tous les 10 ans. Cette 6e génération de réseaux cellulaires devrait permettre des débits largement au-delà du gigabit par seconde, et sans doute aussi une nouvelle génération de terminaux. On peut espérer des lunettes connectées en 6G. La grande question est de savoir si les grands équipementiers européens, Nokia, mais également Ericsson, seront les premiers sur ces technologies-là, puisqu'on voit aussi les Asiatiques, les Coréens de Samsung et surtout les Chinois de Huawei accélérer aussi sur ce sujet-là, avec sans doute un lancement de la 6G qui n'attendra pas 2030. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile. C'était Smart Tech avec votre débrief de l'actu très poussé sur la partie Apple et nouvelles applications. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, je vous donne rendez-vous pour la grande interview. Je reçois David Bessy pour son livre Mathematica, que l'on voit partout se développer sur les 4x3, en tout cas dans Paris. Ça va vous intéresser si vous aimez ou si vous détestez les mathématiques. Vous saurez enfin pourquoi. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Ce programme vous a été présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride avec son partenaire Veritas.